Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasiment de la cellule, pour la cellule, pour une fois. Et sur Sens, aujourd'hui, un thème entièrement sur Sens et entièrement consacré à vos questions sur le forum, parce que ça fait quand même 3 mois qu'on n'a pas répondu à vos questions. Et tout le monde est là aujourd'hui. Thomas est là. Thomas, Bonsoir. ça va? La forme, la pêche, la patate? La patate. La pêche. Bobo est avec nous également. Salut. Flavie est avec nous. La pêche aussi. La pêche. Et également avec nous, Pierre Fournier. Pierre, comment vas-tu? Ça va, très bien. Tout va bien. Nickel. Ça Salut va. tout le monde. T'as pas trop picolé avant quand même? Non, c'est non, bon non, je suis parfait là. Ok. Parfait. C'est chaud. Ce soir, on va voir du Grand Pierre, je le sens. Attention, attention. On verra. Alors, on commence tout d'abord par l'actualité. L'actualité de Sens qui est, ma foi... C'est vous très- qui en vivez, c'est nous qui en vivons. qui est, ma foi, très heureuse. La première actualité, c'est la critique de Vincent sur Sci-Fi Universe, la critique de Sens Mort, enfin parue. Critique qui est élogieuse, extraordinaire. Dithyrambique, super. Tout ça, Voilà, tout ça. moi je suis heureux comme tout de cette critique. Merci Vincent. Bon, je sais que Bobo veut pas qu'on s'apesantisse là-dessus, parce qu'à chaque fois on a l'air de gamins autosatisfaits. Il a raison. Mais on est des gamins Mais autosatisfaits. Vincent, quand même, on te remercie. C'est pas parti. C'était vraiment très bien Vincent. Nous t'enverrons la caisse de vin bientôt. Voilà, donc tu recevras ton petit chèque par la poste. Je trouve ça bizarre aussi d'aussi beau rapport sur un beau jeu. Non, franchement, comme on l'avait dit, on sentait bien que quand Sens Renaissance, quand il avait fait sa critique de Sens Renaissance, il avait vu que certains des défauts, notamment au niveau de l'univers, c'est-à-dire au niveau de juste, on ne dit pas que c'est extraordinaire l'univers, mais il y en a plus dans Sens Mort que dans Sens Renaissance. Donc pour un MJ qui veut un petit peu plus en savoir sur l'univers, c'est sûr que Sens Mort complète les défauts de Sens Renaissance. Quelque Ce qui part, fait que... Ouais, Sens Mort, c'est quand même le vrai début de l'histoire, quoi. ouais, bah ouais, moi j'ai tendance à Donc considérer comme ça aussi, hein. effectivement, si quand on est MJ et qu'on veut vraiment connaître Sens Mort, c'est là qu'on apprend tout, quoi. Voilà. Donc du coup... Voilà. Les premiers rouages sont mis en place. Hein. Et oui, et la machine va tourner comme ça Le jusque- destin tourne. longtemps. Clac, Longtemps. clac. clac. Donc Je voilà. suis pas d'accord. Mais bon, tant pis. T'es jamais Comment ça d'accord, Non, Pierre. pas Non, non, d'accord, non, toi. Sens Renaissance, c'est le début. Oui, et alors? On Ah oui, moi commence aussi, toujours pour moi, Sens par Renaissance, c'est le début. Le premier. On le parle début. du vrai début de Voilà. l'histoire. C'est là où on apprend qu'il y a l'aiguilleur et tout. Il n'y a pas l'aiguilleur avant dans Sens Rebirth. Ouais, Enfin, mais, non, Renaissance. mais Pierre est un nostalgique de Sens Renaissance. Il Tout à aimerait fait. bien pouvoir finir ce Pourquoi jeu un jour. Enfin. Si, je l'ai fini. Oui, tu l'as fini, mais en tant que MJ, en tant que MJ. Non, en Non. tant que joueur. Ah, en tant que joueur. Mais Eh sur oui. des tables très différentes. Oui, tout à fait. Ton Sens Renaissance était un peu plus chaotique. Ah oui, dirons. tout à fait. Ouais. C'est que les pas autres. Renaissance, c'est chaotique, ouais, carrément. Mais nous nous égarons encore, encore et toujours. Donc, également dans l'actualité, le jeu d'ombre numéro, je ne sais plus, Thomas. 9. 9. Ok, 9. 9. Le numéro 9, donc, qui est arrivé enfin. Et moi, franchement, ce numéro me perturbe un peu parce que c'est une vieille interview que j'avais donnée. Et dans cette interview, il faut savoir qu'au début de ma communication sur Sens, je parlais comme Sens, en fait. J'avais l'intention de faire semblant d'être Sens, etc. Enfin, ça faisait partie de la com sur le jeu. Or, cette interview date de cette époque. Et maintenant, j'ai abandonné cette manière de communiquer Ça parce explique que ça la faisait fin peur quand aux tu gens. craques le slip Voilà, au c'est- moment où tu parles mélange fiction-réalité. Oui, ils ont raison d'avoir peur et de craindre. Enfin, C'est ça. là, c'est Sens qui parle là. Voilà. Ouais. Et c'était Ouais, mais bon, en dehors de ce de craquage. paragraphe-là, Ouais. pour quelqu'un qui connaît pas Sens et qui veut savoir par le biais de cette interview ce que ça donne, c'est assez complet et Ouais. ça donne une bonne idée du jeu de rôle. Oui, c'est vrai que par contre, tout le truc sur le côté métaphysique. Tu te fous de notre gueule, toi, Thomas? Non, non. Finito, Thomas? Non, non. C'est bien, Thomas? Mais rien. Ah, ça y est, il est parti. Attention, Voilà. Pierre, Alors, Pierre, numéro 1, mince. on va y compter ce soir. Allez, Pierre. Non, je suis prêt là. Allez, continuez, c'était intéressant. Très intéressant. Un podcast très intéressant, Pierre. Donc, en tout cas, ouais, c'est vrai que pour les gens qui voudraient savoir un petit peu quelle est la teneur philosophique, on va dire, de Sens, c'est bien. Mais pour les autres, ceux qui, si même l'univers, tu trouves bien écrit et tout, je sais plus. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça complet. Voilà, Dans la mousse, Bobo. dans la Ouais, mousse. dans la mousse. Comme au travail. Comme travail. Voilà, on ne comprendra jamais. Merveilleux. Cette blague Merveilleux. reste encore à l'heure actuelle inexpliquée. C'est une blague non expliquée, probablement cosmique. Bon, quoi qu'il en soit,
autre actualité, c'est bien sûr la cellule sur Play, ce qui multiplie, Pierre arrête de te marrer, ce qui multiplie juste par 3 nos interventions en podcast. Ce qui veut dire qu'on passe notre temps à faire des podcasts, en fait. J'ai Voilà. l'impression, en plus Voilà. du boulot, de passer Voilà. mon temps à parler dans la mousse. Pierre, Vraiment, on aime ça. Hein. on aime ça. Faut le dire quand même aux auditeurs, on aime ça. Hein. On aime ça. On a vu avec le nombre de canettes que tu aimais parler dans la mousse. No comment, continuons. No comment. Quoi qu'il en soit, donc pour Play, ça triple notre travail, puisqu'avant on vous proposait 2 podcasts par mois sur le blog de la cellule, et que là on va devoir vous en proposer un de plus tous les dimanches soirs en hebdomadaire sur Play. Alors ne les ratez pas, parce que pour le moment il n'y a pas encore moyen de les réécouter, et on ne sait pas si il y aura un jour moyen de les réécouter. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, les dimanches soyez là. En plus l'audimat ça compte. Allez, donc venez dimanche, hein. Nous on est souvent sur le chat de la radio, et puis on peut éventuellement répondre à vos questions si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur notre intimité, combien de bières boit Pierre avant les podcasts, Si on est tout nu, si on est tout ça, tout nu tout quand on ça. Tu présente, sais que tu etc. deviens un peu racoleur. Hein. Ouais, t'as vu, je deviens un peu. petit peu, ouais. un Et peu- pour C'est pour information- ça que tu dis que l'audimat c'est important. Ah oui, voilà. Pour information, ce dimanche, le podcast va être très très intéressant. Non, Oui. le dimanche prochain. Oui, et d'ailleurs, Oui, tout à fait. on Alors, a une émission en plus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est One Shot, Voilà, one shot. Ouais. où on teste des jeux, et juste après, on fait le débriefing sur le jeu. Donc c'est une émission voilà. Une émission C'est pas- très Une intéressante. émission très Hein intéressante. Voilà, et Comment on a déjà enregistré la première sur Suite Agatha, et on peut vous dire déjà qu'elle est bien. Voilà, on en est très fiers. On est content de cette émission. Voilà, donc. Je pense que la prochaine sera mieux, voilà. puisqu'on va faire l'avant-après. Tu nous trouves autosatisfait? Moi, je trouve qu'on est très autosatisfait, mais en On même est temps, très on s'en autosatisfait, mais en même fiche. temps, on est très autosatisfaisant aussi. Oui. Donc pas de problème. On vous jure qu'on n'a pas bu toutes les canettes de bière avant Alors, on va l'émission, répondre à vos s'excuse. questions sur le forum maintenant le plus sérieusement possible, vous allez voir. Donc, c'est la question. Donc, alors, les questions. On a dit sérieux, on a les dit que- sérieux. les questions. Donc, je vais pas dire à chaque fois qui a posé la question, qui est la question. Voilà, vous nous avez posé des tas de questions sur le forum. Ça fait 3 mois qu'on vous a pas répondu. On À a tout 3 hasard. pages de questions. Et j'ai 2 podcasters en face qui sont morts de rire. Donc, Adrien, Edouard, Volion, Shadow, Alexis et tous les participants du forum, merci de nous avoir posé autant de questions. Ça nous permet. Oui, Thomas. Il n'y a pas de question de chemise. Et si, c'est Adrien Chemise. Ah, c'est pour ça. Voilà, non, mais bien sûr. Il y a toujours des questions de chemise. D'ailleurs, c'est celui qui est probablement le plus loin dans cette campagne fantastique qu'est Sens. Il est déjà à Sens mort. Moi, il me fout les boules. Hein. Parce que No Sickness, c'est pas encore là. Enfin, Sens Néant, attention, parce qu'il y a un autre jeu qui s'appelle No Sickness à ne pas confondre. Donc voilà, Sens Néant n'est Tu pas as encore compris, prêt. chemise. Il va falloir que tu te mettes à écrire sans néant si tu veux que ta table continue. hein. Alors, il écrit déjà des scénars pour Sens Mort qui sont excellents. Je conseille à tous nos auditeurs d'aller les regarder sur le forum et tout. Il a des pures idées vraiment pour les autres quadrillades morts sur lesquels je n'ai rien écrit au cours des podcasts, au cours des différents, Des différents chapitres. Merci Thomas. Eh bien, c'est excellent d'aller voir ce que fait Chemise parce qu'il y a des bonnes idées. Très, très Ouais, bonnes non, idées. j'ai lu le dernier qu'il a mis, il est vraiment pas mal. hein. Donc, en tout cas, merci Adrien, Edouard, Avolion, Shadow et Alexis pour leurs questions auxquelles on va répondre maintenant. Alors, concentré. Je vous Le surveille, rouage en fait. du Tu fais destin. drôlement bien l'horloge. hein. T'as vu un peu? Extraordinaire. Et encore, tu m'as pas vu faire le chat. Tous les bugs sont partis de la Terre à la Lune. On parle de la Lune. Ou bien juste l'équipe de nos héros. Ah, alors. Bah, ça dépend ce dont tu as besoin. Voilà. C'est-à-dire Bah, Ouais. si pour les besoins de l'histoire, il a besoin que des bugs en restés plus sur soient restés sur Terre, que d'autres soient allés sur la Lune, bah, c'est ce qui se passe. Terre. S'il a besoin que seuls les bugs de son équipe soient allés sur la Lune, c'est ce qui se passe. Ouais. A priori, c'est plus. Moi, je l'envisage vraiment comme ça. C'est vraiment pour les besoins de l'histoire. Il fait ce qu'il veut, moi j'ai envie de C'est dire. le moment où il y a vraiment Sens qui devient un peu plus aiguilleur. Donc, du coup, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Alors là, c'est pareil, je renvoie à un podcast où tu disais que toi, dans ta vision de Sens, Flavie, tu avais la vision de quand on part sur la Lune, on peut pas en revenir. Oui, là, moi, la je te Terre disais, a si, on besoin peut- d'être une Éden. Et... Donc là, c'est pareil. En fait, on voit assez rapidement quand on écoute nos réponses que c'est vraiment comme le MJ le voit. D'ailleurs, je voudrais dire à Fabien qui nous a demandé sur le forum de faire une session où on expliquera à tous nos visions de Sens, qu'on le fera bientôt, mais d'abord les questions. Donc voilà, c'est comme tu veux, cher ami qui a posé cette question. Je crois que c'était Adrien. Que dit Météor au bug lors de l'épreuve 8 sur sa rencontre avec l'enfant Éclasis
qui se passe dans l'épreuve 7. Cosette. Bon courage. Il dit bon courage. Oh non, le boulet. 2. Merde. Pierre, t'es un maillon faible. Immersion. Attention les gars, l'immersion. Quand ça part comme ça, en général, dans les scénars, faut mettre des points d'immersion négatifs. Hein. C'est Pierre, ça va ? Ça va ? Nickel ? Ok. On peut continuer donc. Que dit l'ami Météore au bug à propos de sa rencontre avec Classis et l'enfant ? Météore, il dit tout. Il dit tout. Il dit tout. Il dit absolument Pourquoi garder des secrets ? Voilà. Vaut mieux tout révéler, histoire que les bugs aient la conclusion, Voilà. comprennent le mystère qu'il y a autour de cet enfant. Et puis le trip des quadrillas de morts qui sont là sur la Lune à attendre. Et d'ailleurs, il y a sur le forum, alors je sais plus qui c'est qui a posté ça sur une de ces tables, un personnage justement qui avait tripé autour de l'enfant, savoir si on pouvait le revoir. Tout à fait. Vaut mieux tout dire. Pour aller jusqu'au bout, pouvoir triper vraiment jusqu'à fond. Ouais. Il faut bien que les joueurs, en tout cas dès le début où l'enfant intervient, aient conscience que c'est un souvenir qui appartient à Phil Longfinger, je pense. Ça joue quand même. Qu'ils comprennent que c'est l'histoire de Phil Longfinger qui sont en train d'entendre. Voilà, faut que vous ayez vraiment la conclusion de ce chapitre-là. Qu'est-ce qu'est Sens Mort c'est vraiment l'histoire de Phil Longfinger. Si les personnages ne l'apprennent pas et qu'ils n'ont pas cette révélation, Sens Mort, pour moi, est incompréhensible. Non, c'est clair. Non, je pense qu'ils pensaient livrer cette compréhension-là, cette révélation-là plus tard. Mais bon, après, je sais pas. C'est un choix. C'est pas forcément une bonne idée, moi, je pense, de le livrer plus tard. Ouais. Parce que ça va créer vraiment un questionnement chez les joueurs qui va mener bien plus loin, même au niveau, entre guillemets, de pensée sur l'univers de jeu, qui va vraiment créer quelque chose, un déclic, même au niveau des ombres mondes, etc., sur la différence entre les ombres mondes actuels et passés. Je pense que ce serait pas bien, en fait, de dire ça plus tard. Il faut le dire dès le départ, je pense. Ouais, je pense. Les informations sont toujours intéressantes et puis ça permet d'encore plus s'attacher à Phil Longfinger. Et vu la fin tragique qui lui arrive à la fin de Sens. Alors, autre question. Miphos. Miphos, oui. Pourquoi attend-il aussi longtemps pour récupérer les runes dans Sens Mort ? C'est pas pour que les joueurs puissent acheter la suite ? Merveilleux Thomas. Non, c'est parce qu'il s'en fout. Au début, il s'en fout des runes. Il n'en a pas besoin. Bah non, il n'en a pas besoin. Bah si, il en a besoin, il faut qu'il les réunisse tous. Non, c'est pas Pokémon. Hein. On dit pas de les attraper tous. On dit qu'il en a besoin tous pour pouvoir faire finir les ordinateurs et voir ce qui se passe. Oui, mais au début, il en a pas besoin parce que les bugs, il en a rien à faire au début. Il les identifie pas comme une menace, il se presse pas. Il se presse pas. Attends. Puis, moi, je me souviens dans Sens Renaissance, on disait oui, attention, Miphos veut récupérer toutes les runes pour dominer le monde. Il est pressé, on n'arrête pas de nous presser. C'est la résistance qui presse. Il les a déjà toutes, elles sont toutes sur la Lune. Sauf une. Elles sont sur la Lune. De néant. Il y a aussi, est-ce qu'il sait où elle se trouve ? Est-ce qu'il sait où elle se trouve ? Oui. Il sait clairement où elle se trouve. Le seul truc, c'est que pour lui, les runes sont à la cave et qu'il descend à la cave quand il veut, le charmant Miphos. Quand il voit les Urbugs arriver sur la Lune, il se dit « Oh là, il y a un risque qu'il chope éventuellement les runes, je vais les récupérer, comme ça elles seront à l'abri. » Puis il y a l'aiguilleur qui lui a dit que... l'aiguilleur lui a dit que les runes pourraient lui servir. Voilà. Donc du coup, là, il se dit « Ah, ça peut être intéressant, mais c'est tout. » Voilà. En gros, tu es en train de te dire que Miphos, les bugs, il s'en fout. Qu'on est une pauvre miette. Complètement. J'aurais appris ça avant, mais moi je serais allé le voir, j'aurais pété sa tronche, cet enfoiré quoi. Tu vas voir si je suis qu'une pauvre miette. Alors donc tous les joueurs qui essayent d'aller voir Miphos dans Sens Mort, c'est écrit dans la base texto, les quadrillas de Cosmos sont indestructibles. Donc ils se font juste ratatiner la tronche. Donc Thomas, avis aux amateurs, si tu veux recevoir des claques. Ah ouais, tu peux y aller. Le dernier quadrilla de Cosmos que j'ai rencontré, je lui ai bien fait mordre la poussière. Oui, mais t'avais fait Death avant et t'avais fait Néant et voilà, t'étais sur la fin quoi, t'étais à la fin de Cosmos. C'est encore ça parce que t'as pas mis les caracs des quadrillas de Cosmos, donc ils sont indestructibles. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la question pourquoi les chiens se lèchent les bouboules, parce qu'ils peuvent. Et Miphos, pourquoi il attend ? Parce qu'il peut. Voilà. C'est ça la réponse. Hein. Ouais, parce que s'il pouvait se lécher les bouboules, il n'irait pas chercher les runes. Le marchand est-il optionnel ou doit-il rester vivant ? Le quadrilla de mort, il est optionnel, entièrement. Vous pouvez, il n'y a pas de suite prévue pour lui, donc vous en faites ce que vous voulez. Ombre Miphos dirigeait l'ombre monde. Que s'est-il passé lorsqu'il a disparu du point de vue de la politique impériale ? Le trône du dauphin était-il du coup vacant quand les runes ont disparu ? Alors, moi je veux bien. Ce que je vais dire n'engage que moi.
Il y a, dans le livre de Death, il est bien expliqué qu'il y a pas mal de familles, de nobles qui se font la guerre, etc., entre guillemets, qui se retrouvent dans les jeux d'Ibrandi. Donc, tu as plein en fait de nobles qui se battent pour avoir du coup le voilà, alors c'est ce qu'il disait. Il faisait l'hypothèse que du coup ça devait être la guerre pour le trône. Pour moi, il y a une guerre pour le trône, mais je pense même qu'elle peut dégénérer en une sorte de guerre civile. Et qu'au final, c'est le plus fort qui gagne. Et là, c'est à lui de décider. Moi, je pense que ceux qui gagnent, c'est les nobles qui viennent juste d'être anoblis, mais par la richesse. Ouais. Parce que du coup, ils ont la richesse. Je pense que c'est eux qui gagnent. Moi, je pense que cette question n'a pas de sens, en fait. Je pense que l'ombre politique, ça n'existe pas. Parce que Thomas, je te vois faire la grimace. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais faire la grimace. Non, je suis d'accord que ça n'existe pas, parce que quand tu vois dans quel état est la terre, l'ombre terre, et dans quel état tu vois l'ombre lune, et quand tu sais dans quel état se trouve l'ombre Mars. Voilà, il y a de grandes chances pour que tout ça, l'humanité entre guillemets, ait plus ou moins disparu, ou alors soit asservie par un dieu tyrannique qui se serait réveillé, alors que dans un autre monde, il ne serait pas réveillé. Par exemple. C'est là que tu te rends compte que les bugs, heureusement qu'ils sont là, sinon ce serait bien la merde. C'est des fantômes, plus ou moins les êtres humains après. Ah bah oui, après il ne reste que des ombres. D'ailleurs, c'est voilà, l'ombre monde. Mais non, en fait, la vraie truc, c'est par rapport à ce qui se passe, il faut imaginer que dans l'ombre monde, Miphos a gagné. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Miphos avait gagné ? Est-ce que par hasard, il ne serait pas devenu Sens ? Et du coup, toutes ces questions de Miphos a disparu ? Oui, mais peut-être il a disparu pour devenir autre chose. Ou en tout cas, il a disparu sous sa forme Miphos, mais peut-être la chrysalide est devenue papillon. Et l'aiguilleur, c'est qui ? Posez-vous la question. Donc voilà, à mon avis, cette question de l'ombre politique, du trône vacant, etc., n'a pas de sens. Parce que les humains dans l'ombre monde ne sont pas des humains avides de politique et quoi que ce soit. Ce sont juste des fantômes, des ombres qui ne cesse de murmurer un seul mot, comme c'est dit dans la base d'ailleurs, celui de sens. C'est bien précisé dans Sens Mort. Maintenant, j'avais juste un petit truc au niveau de la question. Ouais. Moi, je me souviens sur le forum, en fait, il y a eu toute une réflexion sur la politique dans l'ombre monde, qu'est-ce qui est devenu. Et suite à l'attente, suite aux réponses, j'ai surtout cru voir qu'il y avait des gens qui tripaient autour de ça. Oui. Donc, est-ce que cette réponse est suffisante pour pouvoir avancer ? Moi, je pense que, pour moi, ce que tu as fait dans l'ombre monde, tu vas me dire si c'est le cas, c'est que tu t'es surtout penché dans la réalité, et l'ombre monde a plein de capacités que tu laisses place aux ONG de refaire vraiment s'ils ont envie de triper là-dessus. Oui, tout à fait. Qu'ils n'hésitent pas. En fait, c'est un outil. Voilà, ça n'a pas vraiment de répercussions sur le reste de l'histoire. Voilà, ça n'a pas de répercussions sur le reste de l'histoire. S'ils veulent vraiment faire dans l'ombre monde quelque chose de différent que celui qui est prévu par la base ou quoi que ce soit, ils peuvent parce que voilà. D'ailleurs, Bobo, en préparation de ce podcast, affirmait carrément, pour moi, il n'y a pas d'ombre rune. Enfin, il n'y a pas d'ombre incarnation runique. Donc voilà, Bobo, tu veux dire un mot là-dessus ou pas du tout ? Ouais, non, je pensais ça parce que je partais du principe que toute personne qui était capable de manipuler la philonite, en fait, ne pouvait pas se retrouver avoir une ombre. Bah, les bugs peuvent pas, parce que c'est les bugs, mais tu prends les runes, celui-ci avait une armure et tout ça, donc pour moi, je trouvais pas logique que ces personnes-là, par ce statut un peu particulier, aient une ombre. C'est vrai. Mais... Alors, par contre, ça pose d'autres soucis qui peuvent être un petit peu insolubles. Moi, c'était mon avis sur le moment. D'accord. Parce que du coup, t'as pas d'ombre rune, t'as pas de Miphos, t'as rien du tout. C'est plus du tout. Enfin, il y a plus du tout le trip de la réalité est pareil que l'autre. Voilà, c'est ça. Ça change complètement. Donc c'est compliqué. Hein. C'est un peu bâtard. Du coup, mon raisonnement devient un peu bâtard, mais voilà, le fait qu'il y ait des ombres runes, ça me choquait. D'accord, ok. Donc vous voyez, même si vous avez carrément envie de partir dans l'hypothèse qu'il n'y a pas d'ombre rune, mais par exemple des gens qui jouaient le rôle qu'ont fait les actions que ces runes ont faites, mais sans être immortels, par exemple, c'est possible. Enfin, il y a plein de possibilités. Vous faites un peu ce que vous voulez. Alors justement, à propos de ces questions sur les ombres runes, il y a aussi une question sur leur disparition. Quand est-ce qu'elles ont disparu ? Alors là, je peux donner une fourchette. Ils ont après la bataille de la Nouvelle-York, probablement, ou peut-être pas. Peut-être, disons, en tout cas, pendant la naissance... Enfin, ah oui, je sais Thomas, tu rigoles, mais arrête de rigoler, ça me déconcentre justement. Alors, j'essaie de m'expliquer clairement. Disons, pendant la naissance des quadrillas de Renaissance, enfin de Rebirth, pardon, pendant la naissance des quadrillas sur Terre, les runes déjà étaient disparaissantes, on dira. Et voilà, c'est tout. Donc ça vous donne une belle indication, parce que vous savez que c'est le 14 décembre 1996. Donc c'est là que les runes commencent à disparaître. Voilà.
Voilà. Des questions sur Ghost. Alors Pierre, prends un micro parce que je crois que tu es concerné là. Ghosting. Ghost. Sympa. Ghost est-il un humain normal? Pierre, alors, tu as joué ce personnage. Non, c'est avant tout un meurtrier. Meurtrier. Je sais. Et je suis d'accord avec ça. C'est un meurtrier. Il l'accepte. Je l'accepte. Alors, ayant joué Ghost dans Cosmo, alors, c'est un bug. C'est un bug. Voilà. C'est un personnage très intéressant. On va dire Personnage que très intéressant, Pierre. ouais, non, mais il a une place, il a une place importante dans Sens. Dans la suite. Dans la Sens suite. Cosmo. Ouais. Et on n'entend pas beaucoup parler de lui dans Renaissance et un petit peu dans Mort, mais pas grand chose. Mais il prend vraiment une place capitale dans. On sait que c'est l'amiral des troupes de l'Omicron. Tout à fait. On sait qu'il a un statut particulier, voilà, et qu'il est très très jeune. Donc, ce qui fait que... Alors, je ne sais pas si j'ai précisé ça, qu'il était très jeune. En tout cas, moi, je l'imaginais très jeune. Je ne sais pas si j'ai précisé. Mais en tout cas, voilà, il est jeune. Donc voilà. Ça sous-entend que... Moi, j'ai une petite question à propos de Ghost. Tu dis que c'est un meurtrier, mais c'est parce qu'il aime faire souffrir, il doit se venger de quelqu'un, c'est le sous-fifre. Déjà, il est un peu comme les bugs de la Résistance. C'est avant tout une arme. Ouais. Sauf que lui, c'est une arme qui est plutôt une arme de l'Omicron. Donc, voilà. Il doit effectuer des tâches. Jusqu'à quel point est-il l'arme de Miphos? Non, oui. Donc là, c'est une connotation parce que mon Ghost a des relations, disons, des relations très rapprochées, intimes. Très intimes avec Miphos. Voilà. Mais comme tout résistant, comme tout bug de la Résistance, il doit effectuer des tâches qui parfois ne sont pas simples. Il doit déjà conquérir, en tout cas éteindre la résistance sur Terre. Après, il doit... Est-ce qu'il est hanté par le fait d'être un bug et du coup de se dire est-ce qu'il a une fraternité avec les autres joueurs? Parce que, alors oui, il faut préciser quand même pour nos auditeurs que tu as joué le personnage de Ghost. C'est-à-dire que puisque toi tu es arrivé à Sens Cosmo, je t'ai donné cette possibilité de jouer ce personnage-là. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il a des affinités avec les autres bugs? Au début, avant qu'il ne rencontre les bugs, non. Et c'est à leur contact qu'il commence à un peu douter de la parole de Miphos. Il n'est pas un peu jaloux de Wilfried, non? Si. Si, tout à fait, obligé. Mais moi, je le jouais d'une certaine façon, c'est qu'au début, il était amnésique, donc il s'est retrouvé entouré de bugs de la Résistance et... Donc ça, ouais. En cherchant à savoir ce qu'il était véritablement, il a découvert des amis. Et quand la révélation est arrivée en disant qu'il était l'amiral des flottes de Miphos et de l'ami à l'amiral. Voilà. Mais en tout cas, il y a un truc qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs, c'est que puisque le personnage appartient à Pierre, de près ou de loin, c'est sûr, c'est un bug, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que son histoire sera équivalente dans les bouquins à celle que tu as fait jouer? Évidemment, non. Oui, bien sûr, je comprends. Parce qu'il n'y aura pas forcément la possibilité de raconter toute l'histoire et tout ce qu'on a vécu, évidemment. Je ne vais pas me transformer en chroniqueur de nos parties non plus. Mais voilà, quoi, il y a moyen, il y a matière à faire des choses avec ce personnage, en tout cas. Tout à fait. Il y a moyen de créer une bonne histoire autour de ça. C'est un bon personnage de réserve, un bon second couteau. On n'en a pas parlé la dernière fois parce que c'était un peu avancé, mais voilà. Donc ce n'est ni une répercussion, et est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise monumentale? Exactement. Et oui, on peut. La surprise n'existe plus pour vous, mais vous êtes maître de jeu, donc en même temps c'est normal. Alors, non, ça j'ai déjà répondu. Hein. Et si les bugs étaient non pas des libérateurs métaphysiques, mais plutôt des asservisseurs métaphysiques, au sens est-ce que les bugs le gros sujet de podcast, là, c'est un sujet de podcast. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que les bugs sont plutôt les alliés de Sens ou les ennemis de Sens? Je pense qu'ils aimeraient bien être les ennemis, mais qu'au final, ils en jouent le jeu. Voilà. Très bonne... Waouh. Voilà. Point final. Hein. Voilà. Un crossover entre... Prochaine question. Pierre, vas-y. Non. Prochaine question. Là. Je crois qu'on peut enchaîner, là. Un crossover entre Sens et Agone est-il possible? Non. Oui. Alors. Peut-être. Certainement pas. À moi de répondre, je sais pas. Peut-être Bank si, peut-être Bank pas. Hein. Donc, alors, qui dit peut-être Bank oui?
C'est Thomas qui dit peut-être ben oui. Moi, je dis peut-être ben que oui. Hein. Oui. Pour une raison qui est assez simple, puisque le mot agone est arrivé dans mes oreilles, enfin en tout cas dans les oreilles de mon personnage, à travers la bouche de Wilfried. Comme quoi il aurait acquis toutes ses facultés avec l'art de l'écriture via les écrits, enfin les connaissances d'un certain Agone. Alors voilà, donc il dit à un moment donné dans Sens Renaissance, si mes souvenirs sont bons, que il y aurait eu, il y a longtemps, un homme qui se servirait des arts comme d'une arme. Et il parle de cela et il dit que ce gentil garçon s'appelait Agone. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'il l'a lu dans un livre qu'il a retrouvé dans les ruines de la civilisation ou est-ce que ce Agone a véritablement existé? La porte est ouverte. Flavie pense que non. Alors, moi, je pense parce que c'est en termes de jeu. Le principe d'Agone, c'est détruire ton personnage. Tu as un personnage et tu vas le rendre ténébreux, il va être perverti, tu le détruis. Ouais, mais non, parce que dans Sens... Tu peux gagner du néant et de la mort aussi. Hein. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est de créer des liens et de construire au fur et à mesure un perso de plus en plus dense. Et à mon avis, le but de Agone, c'est de faire que ton personnage à la fin d'Agone passe du côté des méchants et que tu ne puisses plus le jouer, alors que là, c'est l'inverse. Dans Sens, le but dans Sens, c'est que ce soit nous qui devenions les maîtres du jeu et que du coup le personnage ne passe pas non plus du côté du masque, mais que le personnage gère tout. Donc c'est deux visions complètement différentes. Donc au niveau du jeu, je pense pas que ce soit que ça puisse se mettre ensemble. Les systèmes des deux jeux ne sont pas compatibles au niveau du message qu'ils veulent transmettre. Et au niveau de l'univers, du coup, il y a des choses qui sont pas compatibles non plus. Ouais, non, c'est Pourtant, tu dis que dans Agone, le but c'est la destruction du personnage. Par rapport à la question précédente, où tu dis que les bugs jouent le rôle de Sens, moi en tant que bug, mon but était de combattre Sens. Donc si je joue le jeu quelque part, à force d'avancer en vouloir le détruire, je détruis mon propre perso puisque mon but était de détruire Sens et en fait je joue son jeu. Pas forcément, puisque le but c'est d'atteindre l'ultime sentiment et d'être soi-même le créateur ensuite de l'univers, tandis que dans Agone, le but, c'est à la fin d'être repris par le maître de jeu. Je veux dire, à la fin, tu perds ton personnage. Tandis que dans Sens, tu as de plus en plus de contrôle sur ton personnage. Alors, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux univers. D'abord, le fait que le méchant, à bien des égards, puisse être un peu considéré comme le maître de jeu. Que le masque, celui qui met en scène, celui qui théâtralise l'univers, évidemment, il a l'air de s'apparenter d'entrée de jeu au maître de jeu. Les mascards qui sont des PNJ, etc., ça ressemble quand même. Il y a quand même des points, je trouve. Il y a quand même des points communs. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que dans Agone, il y a quelque chose de plus lyrique, de plus poétique, alors que dans Sens, on est dans quelque chose de plus philosophique, métaphysique. C'est pas vraiment le même marché. On fait pas le commerce au même endroit. Et puis au niveau du système, c'est vrai que tu as raison. Il semble que dans Sens, les personnages se construisent, alors que dans Sens, ils se détruisent, se gangrènent. Dans Agone, ils se gangrènent. Dans Agone, pardon, il semble qu'ils se gangrènent, etc. C'est vrai qu'on peut faire un crossover. Mais non, moi, j'en suis convaincu puisque j'ai laissé la possibilité dans le bouquin de le faire. Maintenant, je comprends aussi le point de Fly, c'est-à-dire que le système ne permet pas non plus, évidemment, de faire du Agone. Par contre, faire des petits clins d'œil et dire « Ah, regardez, c'est peut-être connecté, on ne sait pas trop, etc. » Oui, de mettre une petite femme, une bohémienne avec des serpents sur la tête. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, ce qui m'embête, c'est un truc tout bête. Imaginons qu'on fasse un crossover sans Agone. Je ne vous en veux pas, il y a du gâteau. Imaginons qu'on fasse un crossover Agone Sens. Ouais. Eh bien, si le personnage bug prend du ténèbre dans Agone, moi je trouve pas que les ténèbres soient véritablement quelque chose qu'on puisse traduire par du. Moi je trouve pas que ça puisse être traductible vraiment par du death, parce que les ténèbres c'est vraiment plein de choses. C'est pas uniquement du death. Donc tu traduis ça comment en termes de runes? Pour moi c'est pas de la mort. Je sais pas. Les ténèbres. Je sais pas. Les ténèbres, il y a une dramaturgie. C'est pas ce que ça veut dire. Les ténèbres, c'est que tu as travaillé ton personnage. Dans ces cas-là, si tu veux le remettre dans l'univers de Sens, tu as vraiment tout un travail à faire. Et dans ce cas-là, tu changes les règles. Ah ouais, je sais pas. Bon, faut voir. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si un crossover entre Sens et Agone est possible, mais entre la cellule et Mathieu Gaborit, c'est tout à fait possible. Alors, comment gérer un personnage qui n'a que 1% dans une rune? Eh ben, on le gère pas. On le gère pas. Impossible. On le digère, on le gerbe. Ouais, c'est ça. Impossible. C'est impossible. Enfin, ouais. Alors, parce que bon, comme on peut le voir dans la base, on conseille de pas créer de perso avec moins de 10 dans une rune. 10 dans une rune. C'est impossible, c'est impossible. Donc c'est un conseil, alors forcément, certains peuvent ne pas le respecter, mais bon, Pierre. Moi, je trouve ça absolument inconcevable qu'un personnage, au fur et à mesure de la chronique, puisse descendre en dessous de 10.
C'est même arriver à un personnage bug. Un personnage bug, bien sûr. Arriver à 1, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est avec 5% dans chaque rune, c'est un enfant. Ouais. Donc imaginons qu'il y ait une des caractéristiques qui arrive en dessous de 5%, ça voudrait dire que ton personnage retombe en enfance, points, ce qui est inconcevable. Ou alors il a un gros souci, il est handicapé ou il a un sens en moins. Ouais, carrément, parce qu'on imagine 1% en création. Je crois que la question c'était ça, tu imagines le mec il peut rien faire. Il peut rien faire. Pourtant, d'après les messages sur le forum, je crois qu'ils sont plusieurs à avoir des personnages, des joueurs avec 1% dans une rune. Hein. Les seuls joueurs que tu pourrais avoir avec un cadran aussi déformé, c'est les quadrillas. Ouais. C'est les quadrillas. Bah oui. Bon, là, peut-être que pour la création, ça se pose pas. 1% en death, voilà. Voilà, reste en live. Mais il n'y a pas besoin d'avoir plus. Hein. Quel intérêt d'avoir plein en death? Ça sert à rien. Les bourrins qui font ça. Ça rejoint aussi le podcast sur les quadrillas où on disait qu'après, avec la furie et ce genre de choses, les quadrillas peuvent modéliser leur cadran un peu comme ils veulent, mais toujours nivelé par le bas. C'est ça qui est. Mais bon, voilà. Donc ils peuvent aller au-delà de. Voilà. Ils peuvent aller au-delà de 10%. Enfin, en deçà, pardon, pas au-delà, en deçà. Avoir 1%, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve ça assez fou. Quand j'ai maîtrisé mes persos, ils avaient effectivement un minimum à 10. 1, c'est vraiment très très peu, quoi. Surtout si tu commences à mettre ça en néant et que tu vas faire une mission d'infiltration, t'espères avoir ta ceinture hide, sinon c'est même pas la peine. C'est même pas avec une ceinture hide. La ceinture hide, nous on la faisait jouer à 60% en plus en néant, ça fait 61%, c'est déjà pas mal. Ça devient pas mal. Ça devient incohérent avec le personnage. 1% en néant, ça donnerait quoi? Un mec qui est surprésent, qu'on peut pas rater. C'est un mec qui rit tout le temps. Comme dans Avez-vous déjà vu Je veux dire, c'est un mec, t'as juste envie de le baffer dès qu'il rentre quelque part et tu peux toujours le voir. Et le 3 voilà. Pierre est mort. On l'entend pas. T'as 1%. On l'entend pas dans le podcast. T'es le pourcent. On n'entend pas. J'ai le pourcent. Je suis comme ça, je rigole tout le temps. Il faut pas grand-chose. Qu'est-ce que ça donnerait 1% en death? Le mec, il est, je sais pas, il peut presque plus mourir à ce niveau-là. Enfin non, c'est Candy quoi. C'est un dieu, Candy, non? Ouais, super il cool, il protège les gens. Relou, il est toujours content. Oh, c'est bien, il y a des gens qui sont morts, c'est pas grave, on est heureux. Ils sont pas toujours contents parce que des fois il y a des potes qui veulent planter des couteaux dans leur dos. Est-ce que vous croyez pas quelque part, alors un personnage immortel qui est toujours content, qui n'arrête pas de dire des conneries. C'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est ça, c'est Seyar. Seyar, il a 1% en Cosmo. Il est bête. Il a 1% en death. Il meurt jamais. Il arrive pas à crever. À chaque fois qu'on pense qu'il va mourir, voilà, c'est Seyar. Ah, si, et il a 99% en ravin. Seyar, il meurt à la fin. Seyar, il meurt à la fin. Oui, d'accord, mais enfin. Je suis à fond dans le spoiler, moi. Spoiler en ce moment, toi. Ah oui, il meurt Seyar à la fin. T'es trop ouf du spoiler en ce moment, toi. Ouais. Hallucinant. Oh le méchant. Il est fou. Dimanche sur Play, il va encore vous faire un spoiler de ma boule. Hein. Ah ouais, il faut l'écouter. Hein. Enfin, dimanche dernier, en fait. Il est déjà sorti. Racolage. Non. Pour écouter l'émission. Tu veux pas dire qu'on fait du racolage? C'était dimanche dernier, alors on fait du racolage vers le passé. C'est pire, c'est que vous projetez les trucs. C'est immense. C'est immense. Racolage vers le passé. Alors, on continue sur les questions. Les fragiles. J'ai du mal à voir les fragiles. Eux, par contre, ils n'ont pas de mal à te voir. J'ai du mal à voir les fragiles à l'assaut des villes de l'Omicron. Bah, c'est dommage. Il y a une association dans les villes d'Omicron. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu parles d'assaut. Oh là là. Oh d'accord, ok. Bon, c'est bon, faut qu'on arrête là. Alors justement, est-ce que le fragile peut être un bon char d'assaut justement? Complètement. Enfin, je veux dire, le fragile, c'est très fort. C'est super fort. C'est hyper bourrin. On t'envoie des balles, ça traverse l'eau. Si ça décide de te mettre un pain, ça transforme sa main en glace. C'est génial. Pourquoi on appelle ça un fragile alors? Liquide, et voilà, et ça peut rentrer dans un être humain. Oui, en plus, ça peut posséder un être humain. Ça peut posséder un être humain, c'est surtout impressionnant. Que Berlin et Paris, donc, qui sont les dernières villes qu'on prend d'assaut sur Sens Renaissance, c'est des villes qui sont aquatiques, donc qui ont des systèmes éventuellement de rejet des égouts, etc., dans lesquels le fragile peut circuler. Enfin... Et moi, je me souviens, histoire de scénar, un fragile qui prend possession d'un dragon. Oui, exact. Carrément, parce qu'on est composé d'eau. Mais alors, c'est tous les liquides, je veux dire, rien n'empêche le fragile de se mettre dans de l'acide et.
Et alors bon, l'acide. Bon, ça peut rogner un peu ses yeux, mais même pas. Oui, je sais pas. encore. Faut voir. Mais non, en fait, ses yeux. Non. Et justement, ça rejoint une autre question. Est-ce que les yeux du fragile sont 100% biologiques ? Oui. On va dire oui, ouais. Oui, mais il peut quand même prendre de l'acide ou du mercure, ça va. Donc, voilà. Mais il est costaud. Mais oui, la biologie, c'est costaud. Cas, si le joueur pose la question, vous lui répondrez. Oui, bien sûr. Oui, tu es très résistant. Vas-y. Tu es très biologique. Pourquoi on appelle ça un fragile ? Alors bon, pourquoi c'est un fragile ? Parce que a priori, les yeux de nacre et tout sont fragiles. Ils sont aussi fragiles que du verre. S'ils te brisent, en tout cas, ils sont pas résistants au choc. Mais ils sont résistants au liquide, forcément, d'accord ? Donc l'acide, par exemple, ça leur fera rien, tu vois ce que je veux dire ? L'avantage, c'est que si ça tombe, tu as la petite armure de philonite qui vient autour des yeux et qui t'attache. Mais sauf que tu tombes, tu es entouré d'eau, donc tu tombes dans l'eau, mais du coup, quand le choc est passé, pas de souci, du coup, tu es un T1000, quoi, tu redeviens, tu remontes. Tout à fait. C'est-à-dire que le fragile, éventuellement, qui se fait shooter... Le fragile, imaginons le fragile qui se fait shooter dans les yeux... Le fragile qui de 4. Oh là 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 là. Pierre, laisse tomber quoi. Donc le fragile éventuellement qui se fait tirer dessus, le fragile qui se fait éventuellement tirer dessus, sa philonite va venir le recouvrir, il va perdre le contact avec son corps de flotte et donc il va tomber au sol. Donc du coup oui, c'est un excellent guerrier parce que ça va, hein, il peut résister au combat, il n'y a pas de souci. Dans les villes de l'Omicron, il fait pas tâche, il est là, il s'infiltre, il prend possession de certains corps, il peut voir à travers certains murs, il fait quand même pas mal de trucs. Par contre, effectivement, en utilisant sa philonite, il devient complètement inutile. C'est juste une huître impénétrable, quoi. Tu veux dire ? Utilisant sa philonite, utilisant la philonite, par contre, oui, il devient nul. C'est-à-dire que t'envoies un fragile dans la dans l'ombre-monde. Dans l'ombre-monde, enfin, vous jouez au billes avec, quoi. Il sert à rien. Il est pourri. Il est pourri. Alors ça, c'est a priori. Maintenant, si vous trouvez que le fragile, parce que nous, les tests de fragile qu'on a fait, à chaque fois, le fragile tripait tellement son perso qu'on n'a pas vraiment vu ce que ça donnait qu'un joueur qui veut optimiser son personnage avec un fragile. Alors d'abord, vous pouvez répondre à un tel personnage, c'est pas le but du jeu, et donc lui déconseiller de prendre le fragile dans tous les cas, mais si jamais ça arrivait, est-ce que l'armure de philonite, et c'est d'ailleurs une des questions qui a été posée sur le forum, comment est-ce qu'on gère l'armure de philonite avec le fragile ? Est-ce que la philonite peut entourer son corps d'eau ? Moi je dis non. Moi je dis non aussi. Puis je me souviens que quand on l'a joué, moi je prenais, du coup c'était le personnage de Fanche, Fluvius, je le prenais dans ma ceinture cargo. Et voilà, et quand on allait dans l'ombre-monde, c'était... Parce qu'on peut pas prendre d'être vivant dans la ceinture cargo. Exactement. Mais bon, voilà. À l'époque, c'était pas possible. Les yeux du fragile sont bel et bien 100% biologiques. 100% biologique, nickel. Donc voilà, mais faut qu'il y ait quelqu'un de la table qui le porte, quoi. Enfin, s'il va dans l'ombre-monde, c'est... Voilà, surtout que la philonite, en fait, en tout cas dans la vision que j'ai, c'est qu'elle fait partie du corps du bug. Ouais. Donc le fragile, la seule partie du corps qu'il a, c'est les yeux. Exact. Donc il peut pas prendre, en fait, recouvrir toute forme de l'eau puisque ça fait partie de son corps. Et une fois qu'il est dans la philonite, il perd tout son contrôle d'extérieur vu qu'il est dans une boîte hermétique. Quoi. Ouais, mais bon, un peu dans un Tupperware. C'est entre guillemets un défaut, mais à côté de ça, il est tellement bourrin dans entre guillemets la réalité que faut bien quelque chose pour qu'il soit pas bourrin partout parce que sinon c'est complètement dégénéré. C'est vrai que ça fait une petite limitation, mais en dehors de ça même je trouve ça plus cohérent qu'il soit un peu poliomyéleux de l'ombre-monde parce que voilà, on peut peut-être le jeter sur un quadrilleur. Tiens, prends ça. Ça peut devenir une arme. Des fragiles, offrez-les frapper, tu sais. Offrez-les dans les boules. Donc bon, en tout cas, le fragile, attention, non, le fragile, en tout cas, c'est un personnage qui a priori au niveau de l'armure. Oui, tu as peur que je te caresse le genou, Thomas. Le fragile, en tout cas, au niveau de son armure. Putain, là, c'est impossible. J'arrive plus à me concentrer. Le fragile, au niveau de son armure, ne peut pas prendre en compte la flotte parce que sinon, il prend la flotte avec lui. Enfin, ça n'a plus de sens. Par contre, toi, justement, Thomas, qui joue l'armure comme un peu le fait potentiel de se déformer, de se déformer, pour moi, dans mon univers, le fragile peut se former un corps de philonite. Voilà, il peut se former éventuellement un corps de philonite dans l'ombre. Mais il n'a plus du tout ses pouvoirs. Ouais. Donc il va pouvoir faire du combat, il va pouvoir utiliser ses pouvoirs ombroïdes, mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Quoi. Ouais. Donc là, faut voir. Parce que il faut dire quand même que
Le fragile projette sa volonté dans l'eau. Donc on peut imaginer que en ayant de l'eau autour de lui, c'est sa propre volonté. Donc on peut imaginer que l'armure puisse. Moi j'ai mis les règles telles quelles dans la base, telles qu'on les avait jouées. Maintenant, est-ce que avec d'autres types de joueurs, parce qu'en finalement il y a eu moi qui l'ai joué, il y a François qui l'a joué, est-ce que quelqu'un à cette table a joué aussi le fragile? Non. Pas moi. Personne. Il y en avait un autre, je crois, à une autre table. J'en ai eu, moi, d'autres fragiles à des tables. Mais dans tous les cas, c'était des gens qui s'intéressaient pas mal soit à ce qui se passe avec les photons, la vue et tout ça, tout ce délire de la vue, soit des gens qui s'intéressaient à la nature de l'esprit, en fait. Bon, François, vous le savez, si vous avez écouté les podcasts précédents, vous savez qu'il est à Jean Nico aujourd'hui, donc c'est un grand institut de recherche sur l'esprit. Donc voilà, son trip, c'était ça, c'est la philosophie de l'esprit. Donc il a tripé là-dessus son personnage. Maintenant, est-ce qu'avec un autre joueur, quelqu'un qui veut optimiser ou faire du combat, le fragile ne devient pas dégénéré? On peut se poser la question. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire du combat, va pas prendre un fragile. Non, il va pas prendre un fragile. C'est pas le trip, on va dire, du fragile, parce que le fragile a quand même une histoire. Son but, c'est de retrouver sa mémoire, qu'est-ce qui lui est arrivé, quels sont les flashbacks qu'il a. Donc, je pense pas que ce soit ça le plus intéressant. Toujours à propos du fragile, une autre question, c'est est-ce que, imaginons un joueur qui veut optimiser le fragile et qui va regarder sur Mars ce qui se passe pour découvrir la suite de l'histoire, en fait. Parce que le fragile, on sait, a une vue qui lui permet de voir très très loin, de voir même jusqu'à l'autre bout de la galaxie, a priori. Comment on gère ce genre de cas? Moi, j'ai répondu à la personne qui m'avait posé la question que c'était, on le gérait en disant, écoute, soit j'ai pas acheté Sens Cosmo, donc je sais pas ce qui se passe sur Mars, donc je peux pas te dire. Soit en disant, mais quand bien même tu regardes vers Mars, tu vois pas Miphos qui est en train de prendre sa douche et qui raconte, tu sais pas où tu arrives, tu sais pas où tu regardes. Puis quand bien même, quel que soit ce qu'il regardera, ça lui apprendra pas grand-chose, il n'entendra pas. Enfin, il y a des choses qui vont lui échapper. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il peut pas entendre. Ouais. Si, parce que justement, il peut entendre. Oui, mais il verra des choses, mais il aura pas le contexte. C'est comme quand on décide de regarder des gens qui passent dans la rue, ça va pas nous apprendre c'est quoi leur vie. À moins de les regarder pendant des jours et des jours, ça va rien lui apprendre. Et ensuite, il va falloir qu'il se concentre pendant des jours et des jours pour essayer de trouver où est Miphos. Et ensuite, je l'ai vu manger un plat de pâtes. Super, quoi. Je suis pas même au pire. Si un personnage décide de regarder, il y a toujours une possibilité de mettre un trou noir par là qui lui cache la vue, ou un gros carré composé de diagonales qui cacherait la vue de Mars. Puis, est-ce que ça va vraiment arriver? Je suis pas sûr. Bobo a dit quelque chose d'intéressant en préparation du podcast, c'est que quand on voit tout, on voit rien. Et les fragiles, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont regarder Mars. Ils vont tout voir, mais ils vont rien voir en fait. Ils auront trop d'informations. Déjà, pour répondre à Thomas sur son trou noir, elle va agir comme une lentille gravitationnelle et va lui permettre justement de voir beaucoup plus que ce qu'il aurait pu voir. Il aurait pu voir derrière, un peu plus loin, il peut voir ce qu'il y a derrière lui. Le trou noir est derrière, oui, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bobo, donc tu voulais dire quelque chose sur la lumière et tout ça? Oui. A priori. Non, mais là, il y a résumé ce que j'ai vu. Celui qui voit tout ne voit rien. Il y a trop d'informations, alors faudrait qu'il puisse bien filtrer ce qu'il veut voir. Bobo, t'es en train de... il a trop d'informations qui lui arrivent, il faudrait qu'il prenne le temps de filtrer. Oui, parce que moi, je partais du principe qu'effectivement, un fragile qui est sur Terre ou sur la Lune, où il est inondé de lumière, il voit tout, il voit trop. Ouais, il voit dans l'espace, il pourrait peut-être mieux... Ça, je l'ai bien précisé en note de bas de page qu'il y avait cette problématique-là, celui qui voit tout ne voit rien, etc. Donc voilà, ça résout la question. On nous posait pas des questions à la con, merde, lisez le manuel quand même. Et le problème aussi, c'est que faut une concentration ultime, alors, c'est un coût en énergie, ça. Beaucoup de fatigue en théorie. Ouais. C'est ça le truc. D'ailleurs, je crois que c'est ce que lui a répondu Adrien sur le message. Très bien. C'est beaucoup de fatigue aussi. Ça peut être une solution pour gérer ce genre de problème. Mais encore une fois, la meilleure manière de gérer le truc, c'est de bien expliquer ce que c'est que l'archétype du fragile, et de bien expliquer que le fragile, il recherche pas ce genre d'informations. C'est pas un secrétaire de la résistance c'est pas une longue vue pour la résistance. C'est avant tout quelqu'un qui recherche son humanité. Après, le personnage qui l'incarne, qui veut le faire. Voilà, il le fait. Donc voilà. Alors, Renaissance fait des héros, mort lise des liens profonds dans la souffrance partagée, néant est une révélation, Cosmo, est-ce le moment où l'on profite? Point d'interrogation. On profite de quoi?
Tu profites tout le temps. Ouais, tu profites dès le début, je pense. Hein. Bah, moi, je crois voir ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est le moment où on aura toutes les révélations de l'histoire? Une grande partie, j'ai envie de dire 90%. Ouais, parce que quand tu arrives à Cosmo, à la fin, il y a quand même énormément de choses que tu sais. Il y a encore 2-3 choses que tu sais pas, mais tu as les révélations. Tu as les révélations, tu as un héros, tu bourrines, tu vas aller choper Miphos. Thomas, un sourire béat, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je dirais que Cosmo, tu vois, c'est l'épisode. Une tête de poivron. Tu vois, Cosmo, apporte la poire, Christine. Non, mais Cosmo, c'est le genre d'épisode où tu as les réponses. Ah, de 5, attention, Pierre se lâche. Non, donc pour revenir à Cosmo, c'est le genre d'épisode où tu as des réponses à tes questions, mais de nouvelles questions arrivent. Ouais, voilà, c'est ça. Ou enfin, pas forcément tant que ça. Non, c'est quand même une fin. C'est une grosse fin quand même. C'est une grosse fin, mais il faut dire qu'après. disons que ça ouvre. T'as les ouvertures. T'as les ouvertures sur la fin de la campagne. Mais à la fin de Cosmo, tu peux faire une grosse pause avec tes joueurs et dire OK. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, nous. On attend toujours sans chaos. Je dirais effectivement, dans Cosmo, tu as la fin, on va dire, l'histoire des bugs. Voilà, l'histoire des bugs, tu as bien cette fin. Mais il y a toujours une continuité. Mais le joueur... To be continue. Donc, quoi qu'il en soit, Cosmo, c'est le moment aussi où l'on profite parce qu'on est bourrin. C'est-à-dire qu'autant dans Sens Mort, on voit que les quadrillas de Cosmo ont cette condition, ils sont invincibles. Ça, c'est clair. Donc, on peut, même si vous essayez de les friter, vous n'allez pas réussir. Mais là, dans Cosmo, c'est autre chose que la consigne qui est donnée à MJ, quoi. Cette fois-ci, c'est place au héros, place au héros, place au héros, quoi. On résout les histoires, on avance, on n'a pas le droit de loser, les combats sont pas gagnés d'avance, mais on faisait un petit peu la comparaison, je m'en souviens avec Cédric, de la différence entre la série Saint Seiya, vous savez, où ils mettent 4 épisodes à vaincre un chevalier d'or, et les OAV de Saint Seiya, les films de Saint Seiya, où ils mettent 30 secondes à friter des gros méchants trop bourrins. Bah, c'est un peu ça, quoi. À la fin de Cosmo, c'est bon, on résout les épreuves et là, ça blast, quoi. En l'espace de 15 secondes, on peut torcher un hélium. Ça va très très vite. Les bugs sont enfin les héros attendus depuis le début, quoi. Et c'est la confrontation finale. Si on regarde les chroniques, dans Rebirth, c'est très dirigiste. On va suivre des épisodes, on va vaincre, voilà. Dans Death, on va voir. On disait que le Micron c'était vraiment les gros méchants. On voit que sur la Lune il y a autre chose. On n'est plus vraiment les vainqueurs. Puis à la fin de Death, les grands dirigeants disparaissent. Voilà. Et qui c'est qui se retrouve sur les rênes? C'est les bugs. Et là, les bugs, c'est à eux de forger leur propre histoire. Et d'ailleurs, justement, moi, je voulais te poser une question, Rome, sur le sujet. C'est Cosmo, nous, de la façon dont on l'a fait, puis oui, tout à fait. Il n'y a pas de scénar. Il n'y a pas de scénar, non. On le construit, on le fait. On construit. Mais toi, pour tes bouquins, comment tu vas te débrouiller? Eh bien, c'est très simple, en fait. Je vais présenter des contextes. Et ce qui sera écrit, c'est toutes les révélations finales. Je pense que tu vois le dernier scénar, la dernière ligne droite, où il y a toutes les révélations finales avec Miphos et tout, la confrontation finale. Tout ça, ce sera écrit façon pièce de théâtre, etc. De façon à ce que les MJ voient où est-ce qu'on va. Et après, sinon, ça va être un scénar en forme d'amende, si tu veux, quoi. Au début, ce sera un petit peu dirigé. Il y aura un premier scénar assez dirigiste. Après, tu vas avoir un énorme bac à sable qui sera Mars, avec différentes problématiques de présenter autour de la respiration, autour de différentes problématiques. J'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler, etc. Et à la fin, ça va se rétrécir à nouveau. Ça redeviendra un petit peu dirigiste pour juste les dernières scènes de fin. Sachant que quand on dit dirigiste, on dit juste que c'est une nouvelle, encore une fois, qu'il faut interpréter, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Il n'y a pas de problème. C'est pas Cosmo qui me pose le plus de problèmes. En ce moment, je travaille sur Néant et j'en chie vraiment. Il est vraiment beaucoup plus dur à expliquer, etc. Cosmo, ça va aller. C'est un bac à sable. C'est un bac à sable. Et en plus, comme vient de le dire Thomas, les joueurs sont enfin les héros. Ils prennent leurs décisions. Il va y avoir différentes villes. On dit, bon, allez, cette fois-ci, on va à tel endroit, on va à tel autre, etc. Et grâce aussi au vaisseau que tu vas permettre de faire découvrir au MJ, parce qu'à un moment donné, en fait, on peut le dire, hein, c'est pas un gros spoiler. Les bugs, ça a déjà été dit en plus. En plus, je crois que ça a déjà été dit. Les bugs auront accès à un nouvel équipement de Philonite qui leur permettra de transformer leur armure en vaisseau. Et donc, ils auront tous des vaisseaux à une place qui leur permettront de livrer des combats spatiaux dans l'espace. Merci Romaric. Des combats spatiaux. Et donc, ça va blaster, quoi, clairement. Donc, ça va être assez énorme. Oh putain, non, le Guy. V'là Aurélien Guy qui arrive en plein podcast. Vas-y, viens là. Dis bonjour, mon Guy. Dis bonjour à nos auditeurs. Salut. Ah, la grande classe. Le Guy est sorti de sa boîte. Dick Rivers est enfin là. Alors, mais qu'est-ce qui se passe?
Ça va? Bon, alors on y va. Alors on était sur des questions, alors tu pourras peut-être aider nos auditeurs. Alors, là on était sur le moment Cosmo où ça pète. C'était pas mal. Alors, la cellule est-elle visible dans le passé par les ordinateurs? La réponse est non. Donc là je réponds à Edouard spécifiquement. La cellule n'est pas visible dans les ordinateurs de Myphos. À un moment donné, Chrysaor dit qu'il y a des zones d'ombre dans Cosmo et Rebirth, et précisément la cellule en est une. C'est une des zones d'ombre principales que Myphos ne peut pas, sur laquelle Myphos n'a pas l'omniscience, et ça lui pose énormément de problèmes d'ailleurs. Mais ça, ce sera l'objet des bouquins suivants. Et Dophénix, tu n'as pas... Enfin, je me suis mal exprimé, et du coup, tu n'avais pas compris ce que je voulais dire. Quand je dis que dans le passé, on trouve la cellule, je voulais dire en tant que MJ, vous savez que dans le passé, il y a la cellule. Mais ça ne veut pas dire que Myphos, quand il regarde le passé, voit la cellule. Voilà, c'est une petite correction faite. Question, Romaric. Oui. Est-ce que tu penses que Myphos s'intéresse tellement à la cellule? Ouais, je pense en tout cas qu'il s'intéresse aux zones d'ombre qu'il y a dans les ordinateurs. Ah, parce qu'il ne peut pas le savoir et qu'il n'aime pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, est-ce que... voilà. Le Cosmos, c'est pas bon, les gars, ne prenez pas ça, c'est pas bon. Alors, question. Pourquoi les joueurs, quand ils apprendront que leurs bugs sont fictifs à la fin de Sens Mort, continueront-ils l'aventure dans Sens Cosmo? Et est-ce qu'il y aura encore des points d'immersion? Et est-ce que cela changera profondément la façon de jouer? Qui veut répondre à cette question? Flavie, on va faire un petit tour de table de toute façon. Alors, déjà, la question, entre guillemets, est mal posée parce que c'est pas les persos... Enfin, techniquement, c'est toi, en tant que joueur, qui va apprendre ce qui se passe. Ouais. Mais le personnage que tu joues, c'est comme si dans la réalité, on te disait « Hé mec, t'es fictif, il y a quelqu'un qui est en train de te jouer à une table. » Tout simplement, les personnages ne vont pas le croire. Ouais. Moi, je me rappelle, quand il nous l'a dit, l'aiguilleur, on était là « Mais oui, mais tu es un fou. » Et en fait, ça change pas grand-chose dans la façon de le jouer. En plus, il y a déjà Classis qui lance des perches à longueur de temps là-dessus et personne ne le croit non plus. Bah oui. De toute façon, pour ton personnage, le personnage, pour lui, c'est acquis, il existe. Il se pose même pas la question, en fait. Bobo, qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins complètement le raisonnement de Flavie. Ouais. On te sort ça, c'est inconcevable pour le... En quoi est-ce que ça a changé ta façon de jouer, si ça a changé ta façon de jouer? Ouais, je vois Thomas qui opine du chef, qui a l'air de dire que du coup, t'es peut-être mieux placé. J'ai Thomas, peut-être pas le recul suffisant. Je dirais oui, que ça a un peu changé ma façon de jouer pour deux choses. Le truc, c'est que mon personnage apprend, on lui dit, voilà, en fait, un personnage de jeu de rôle. Évidemment, c'est ça. Ouais. Si je te frappe, tu vas voir si je suis fictif. Donc ça, c'est la première chose. Mais moi, en tant que joueur, je sais que c'est un personnage de rôle. Ouais. Et là, je me suis dit, on va essayer de faire en sorte que le personnage découvre que c'est un joueur de jeu de rôle. C'est un personnage de jeu de rôle. Donc, forcer à essayer de dire, tiens, regarde, il y a une action bizarre, poser des questions insidieuses pour dire, tiens, c'est bizarre, mon personnage, il commence à comprendre. Ouais, c'est exactement le but, ça doit logiquement inciter. Aurélien, est-ce que ça a changé profondément ta manière de jouer? Est-ce que ça a changé ta manière de jouer? À la fin de Sens Mort, quand l'aiguilleur te dit, mais en fait, t'es qu'un personnage de fiction, etc., qu'est-ce que ça t'a fait? En tant que joueur, j'ai pu me dire qu'il y avait un jeu dans le jeu. Voilà, c'est de la mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, le personnage, il peut soit péter un plomb ou soit rallier quelque chose de complètement différent. Mais est-ce que ça n'a pas intensifié les réflexions autour du jeu après cet événement? Si, bien sûr, parce que ça amène une réflexion à ton personnage qui, du coup, vu que c'est toi qui joues ce personnage, tu te la poses toi-même, cette question. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça le truc. Et le joueur, en fait, découvre quelque chose à ce moment-là. Voilà. Mais le personnage, lui, est-ce qu'il apprend quelque chose? Pas plus que ça, puisque ce n'est qu'un avatar au final, même si... Mais bon, après, on veut se dire que ce personnage, c'est quand même une part de nous. Donc, on peut peut-être lui donner... un truc quoi. Et moi je me rappelle, si je me souviens bien, pour mon personnage, il ne faut pas que je fasse de spoiler. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Non, vis-à-vis des bulles et tout, non, c'est pas ça? Ah, les larmes. Ouais, les larmes. On va attendre un peu. D'accord. Voilà. Donc c'est tout. Mais effectivement, le personnage amène à se poser des questions et par ricochet, on s'en pose nous-mêmes. Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait? Je sais pas si tu as vécu ce moment-là. Hélas, non, je n'ai pas vécu. Je n'ai pas fait la fin de Sens Mort et imaginons que Ouais. Comment t'aurais pris ça dans le nez, quoi?
Ça m'aurait, je me serais posé des questions, s'il te plaît. Je me serais posé des questions et je me serais dit, ouais, mon personnage, je vais peut-être le jouer différemment, mais comme je commence quelque chose, j'aime bien le finir et ça, puis ça va cacher après. T'aurais continué en te disant, mais en me posant mes questions, le truc. Voilà, je vais finir le truc, mais je vais me poser pourquoi, comme Thomas disait, des questions qui vont faire en sorte que je vais essayer de titiller le maître de jeu pour avoir plus d'informations et autres, et peut-être faire en sorte que, comme tu le disais, que mon personnage prenne conscience qu'il est un tu te dis, ouais, pourquoi il y a un sens Cosmo après une révélation pareille, quoi. On a envie de dire que le jeu est fini à ce moment-là, Thomas. Alors pourquoi il y a une suite ? Déjà, dire que tu es un personnage de jeu de rôle, ça apporte en fait aucune réponse. Ça n'apporte qu'une nouvelle question. Donc, c'est-à-dire que tu as toujours des questions sans réponse. Donc, un joueur, même si à partir de là, pour lui, c'est une révélation qu'il ne veut pas aller plus loin, ça m'étonnerait beaucoup. Après tout, il veut encore en savoir plus. Donc, ça m'étonnerait qu'un joueur arrête de jouer parce qu'il veut encore ses réponses. Donc, il va forcément continuer. Alors, moi, c'est clair. Moi, j'ai envie de répondre aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par mail en me disant, ouais, mais moi, ça me dérange le fait que Sens Mort se finisse comme ça parce que j'ai l'impression que c'est le jeu que je termine. J'ai l'impression que c'est fini après. Non, parce que c'est la révolte en fait. Les personnages ensuite ils sont révoltés. C'est qui cet aiguilleur qui se permet de dire ce genre de choses et en fait du coup l'important c'est de libérer puisque lui il se prend pour un dieu qui veut nous diriger parce qu'en nous disant ça finalement c'est ce qu'il dit. Vous êtes tous mes jouets. C'est encore plus important de libérer le monde de lui. Carrément. Pour moi c'est que le début en fait. Et est-ce que les joueurs qui pensent ça quelque part c'est pas des gens qui finissent le jeu par immersion négative ? C'est-à-dire en se disant, puisque c'est comme ça, j'arrête de jouer et puis c'est fini. Peut-être. Effectivement, c'est une explication. C'est vrai que si un joueur arrête à ce moment-là, c'est par le biais d'immersion négative parce que pour lui, en fait, l'histoire n'est pas crédible. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, elle n'est pas depuis le départ. Est-ce que c'est crédible des villes sous l'océan ? Est-ce que c'est crédible des immortels ? Est-ce que c'est dans le futur, pourquoi pas ? Ouais, moi je trouve que c'est pas crédible de base. Enfin, si on joue pas au jeu de rôle pour que ce soit crédible. Non, tout à fait, mais bon. Moi, honnêtement, la question, le problème qui est posé, c'est pas un problème, parce que je vois pas un joueur se dire une fois cette révélation-là, se dire j'arrête de jouer. C'était encore plus intéressant. Moi, je sais que quand on a eu ça, c'était encore plus intéressant de jouer le personnage après. On a encore plus trippé. Je veux dire, autour de la table, on a même eu. Non, je ferai pas trop de spoilers, donc je vais essayer de le dire. Du coup, certains personnages essayaient d'avoir des interactions avec leurs propres joueurs, mais ou essayaient de faire que ça rentre en fait dans la fiction. Ça crée une ironie dramatique en fait, où tu te retrouves d'un côté avec des personnages que tu sais que c'est des personnages et des joueurs. Et eux, ils savent aussi qu'ils sont des joueurs. Et ça crée une espèce d'ironie dramatique qui est propice à une réflexion, quoi. Je trouve. Moi, je trouve ça. En fait, moi, je trouve que c'est là que la réflexion autour de Sens commence. C'est que tu te dis, mais attends, où est-ce que ça va ce jeu qui me dit que je suis qu'un personnage ? Et voilà. Et pour moi, c'est pas du tout une fin en soi cette révélation-là. Pour moi, la fin de Sens, si c'était ça, la fin de Sens, je veux dire, c'est éculé comme manière de voir, quoi. Ah, en fait, vous étiez juste en train de regarder un film et vous êtes des spectateurs. Enfin, c'est super, ok, ça nous apprend rien. L'important de Sens, c'est après cette révélation. Et ça peut même amener un truc pour le personnage, s'il le croit, d'essayer du coup de rencontrer cette vraie réalité. D'essayer du coup d'aller voir cette personne qui est censée le jouer et lui dire pourquoi tu me joues là et voilà. Laisse-moi en paix, c'est moi le vrai héros et toi t'es rien que quelqu'un qui pense. C'est ça vraiment le truc, c'est que logiquement ça confronte le personnage à son joueur et inversement, et ça lui fait se poser plein de questions sur l'identité de ce personnage, sur sa propre identité. Sur la table, ça donnait des moments où il y avait, je sais pas si c'est Cédric qui a fait ça, ou genre laisse-moi en paix, en train de crier ça à lui-même au final. Ouais, c'était rigolo, je crois que c'était Cédric. Ouais. Et que lui, il faut faire ça, dit Pierre. Mais enfin, un truc en fait que je trouve intéressant dans cette Bobo, tu voulais dire quelque chose, non? Un truc que je trouve intéressant en fait dans cette histoire de personnage de joueur, c'est que nous en fait, comme c'est arrivé très très vite, on n'a jamais pris ça comme une fin en soi. On a toujours voulu construire des choses autour de cette révélation-là. Donc en fait, par exemple, souvent j'avais des gens qui venaient vers moi en me disant « Hey Rome, t'as vu, il y a un film où il y a un personnage qui parle à son auteur. »
Je dis, bah, ça te fait pas chier pour Sens qu'il y a un film comme ça? Et puis de même, on me disait, mais Matrix, c'est pas un peu ça déjà et tout? Je dis, mais non, parce que nous, en fait, limite, c'était notre postulat de base. Et nous, on a créé une histoire autour de ça après coup, quoi. Donc, tous les scénars qui ont précédé suivi celui-là ont été construits à partir de ce postulat-là. Donc, ça nous a pas du tout posé de problème. Enfin, pour nous, c'était voilà. Et j'ai envie de dire que le joueur, enfin le personnage qui est joué de façon genre ah je sais que je suis qu'un personnage, etc. Le maître de jeu là, il peut saquer en termes de points d'immersion négative, hein. Direct, hein. Direct. C'est-à-dire qu'il y a une exigence aussi le jeu te pousse, t'oblige à jouer ton personnage jusqu'au bout, même si tu sais que ce n'est qu'un personnage. Et c'est ça qui est intéressant, Bobo. Et ça commence dès la création de personnages, quand on établit les faits du cellulis et les faits du simulacre, parce que là, ça met les deux sur un pied d'égalité. Carrément. Le fait de les décrire par défaut sur une feuille, ils sont au même, à ce moment-là, ils sont déjà au même niveau. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui disent beaucoup de MJ qui me disent ouais, j'ai l'impression que mes joueurs ils sont en avance, ils ont déjà compris plein de trucs et tout. Mais tout le monde en a l'intuition. Le système est construit pour que de toute façon cette intuition-là ne fasse pas finalement révélation finale. En tout cas, Sens Mort, c'est pas c'est le début. Hein. Clairement, c'est 2 sur 6 quoi. Donc au final, c'est la fiction qui va combattre la réalité quoi. Voilà, c'est ça. La fiction va combattre la réalité. Et qui de la fiction et de la réalité gagnera? Tatin. La réalité. Suspense. Alors, on finit sur une question. On finit sur un ensemble de questions qui sont plutôt des réflexions personnelles. On va voir. Alors, le fait d'être Sens, maître de jeu, signifie-t-il que j'ai atteint l'ultime sentiment? Oui. Oui. Oui, on peut répondre oui. Oui. Puisque l'ultime Puisque le fait d'atteindre l'ultime sentiment, c'est juste le fait de pouvoir distribuer des points d'immersion négative et positive à sa guise. Et plus exactement des points d'immersion tout court. Donc voilà, donc oui, évidemment que le joueur a atteint l'ultime sentiment. Est-ce que je suis Sens dans mon univers? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que j'ai la possibilité de permettre à d'autres de connaître l'ultime sentiment? Oui. Bien sûr, c'est même la fin du jeu. C'est une des manières de finir le jeu. Sens dit du jeu qu'il y a 2 manières de finir le jeu. La première par immersion négative en arrêtant de jouer et la deuxième en finissant le jeu par justement atteinte de l'ultime sentiment. Les joueurs suivent-ils toujours les pas de Sens? Alors, qu'est-ce que tu appelles les pas de Sens? Est-ce que finalement les joueurs à la fin de Sens se disent toujours ah je suis Sens, je vais maîtriser le jeu? Oui. Alors comptons à cette table. Donc Thomas, tu maîtrises? Oui. Oui. Bobo, tu maîtrises? C'est en préparation. C'est en préparation. Flavie, tu maîtrises? Oui. Pierre, tu maîtrises? Oui. Aurélien, tu maîtrises? Non. Vas-y, parle dans le micro. Je suis libre. Donc voilà, bon, ça fait quand même 4 sur 5. En même temps, c'est le podcast des maîtres de jeu. Peut-être que ceux qui ont joué et qui ne maîtrisent pas, on les a pas invités. Il y en a. Thomas Fournier n'a pas maîtrisé. François n'a pas maîtrisé de scénar. Des joueurs, Pierre. Dédé n'a pas maîtrisé. Des joueurs, Pierre, Cédric qui maîtrise. Cédric maîtrise, il a maîtrisé mais il ne maîtrise plus, mais il a maîtrisé. Donc voilà, c'est vrai que bon. Mais bon, il y a aussi le fait que ce soit un jeu de rôle qu'on ait fait ensemble et tout, ça pousse forcément à le maîtriser un peu. Enfin, est-ce que les gens qui vont recevoir Sens par des MJ différents de ses créateurs d'origine, à savoir nous, vont suivre les pas de Sens? J'espère. Après tout, je pense. Parmi les bugs, il y a forcément des élus. Alors non, notre Sens n'est pas du tout un jeu de rôle élitiste. Vraiment très vous intéressant, trompez. Thomas. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que, il faut voir ce jeu comme un virus qui se propage. C'est en tout cas comme ça que Sens le présente. C'est comme ça que la cellule doit être comprise aussi. En fait, quand Sens est terminé et que les joueurs ont atteint l'ultime sentiment, ils ont la possibilité de transmettre ou pas. Ils ont la possibilité de transmettre ou pas. Donc, est-ce qu'ils suivent toujours les pas? Non, mais bon, ça arrive. Alors, et donc il dit à quel point. Donc il nous dit d'abord il nous dit je pars du constat que demain il y aura de plus en plus de Sens sur Terre. Est-ce que la fiction de Sens prend ça en compte? Oui, complètement. Oui, complètement. C'est la cellule. C'est la cellule. On ne dit pas le nombre de membres de la cellule qui existent. Voilà. On ne dit pas non plus le nombre de bugs qui existent. Voilà. Carrément. Et à chaque fois, je me souviens que en convention, les gens, souvent devant le tableau de la cellule, dans le scénar de Blue Sky, me demandaient mais ils sont combien? Et ça disait un nombre indéterminé. T'arrives pas à les compter. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on va dire. On va dire ça comme ça. Pierre?
Je suis d'accord. C'est l'indétermination totale. Donc voilà, on ne sait pas. À quel point le commentateur a-t-il corrompu le grimoire d'origine et donc le MJ de sens? Le commentateur, c'est toi. Donc je pense que comme c'est toi qui l'as écrit, tu ne l'as pas corrompu. Tu parles de moi là ou tu parles de l'auditeur qui nous écoute? Non, je parle de toi. C'est une bonne justement, c'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne question. Eh bien, est-ce que Romaric Briand ne serait pas souligné dans le livre du genre c'est tombé sur ce commentateur là, mais ça pourrait être sur quelqu'un d'autre? Ouais, si, mais de toute façon, dès qu'on prend un jeu de rôle, on y met forcément de nous-mêmes. Voilà. Donc de toute façon, on le change forcément un petit peu. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça va corrompre cette idée-là? Non, pas forcément. On va juste y apporter de nous-mêmes, mais sans le fait dès qu'on crée quelque chose. Voilà, le fait que... Thomas. Il y a de la corruption totale. On n'arrête pas de le faire dans tous les podcasts. À chaque fois, quelqu'un nous pose une question. Qu'est-ce qu'on répond? Mais fais comme tu veux, imagine, interprète. Est-ce que c'est pas de la corruption, ça? Si, c'est complètement de la corruption. C'est-tu pas de la corruption des fois, monsieur? C'est pas de la corruption, hein? Donc, oui, bien sûr qu'il y a de la... Bien sûr qu'il y a de la corruption. Et je peux même dire, donc je crois que c'est Alexis qui posait ces questions-là, ou Shadow. Non, je crois que c'est Shadow qui posait ces questions-là. Je peux même répondre et dire à Shadow que cette corruption fait partie du jeu et fait partie vraiment de l'histoire du jeu. Donc, il y aura des réponses, clairement. En quel sens l'ultime sentiment est-il ultime? Est-ce le dernier stade avant l'indifférence au monde? Moi, ce que j'avais dit en préparation, c'est que l'ultime sentiment, c'est d'après l'essai central le sentiment qui permet de rassembler tous les faits. Ouais. Mais est-ce que l'ultime sentiment est-il ultime? On ne sait pas. En fait, peut-être qu'il existe d'autres créatures qui ont une vision des faits qui va encore plus loin. Peut-être qu'ils vont voir plus loin que les faits. Donc, d'après l'essai central, oui, l'ultime sentiment est ultime. Mais est-ce que c'est vraiment l'ultime sentiment? En quel sens il est ultime? Moi, sur la question, le truc qui me fait réagir, c'est ultime sentiment avant l'indifférence au monde. Ouais. Non, l'ultime sentiment, c'est au sens où il est ultime, c'est le dernier pas. Donc, il n'y a pas d'indifférence au monde après, à moins que tu te décides. Parce que surtout si tu décides d'être MJ, au contraire. Là, tu sais pas d'indifférence. Là, au contraire, tu deviens le monde. Donc, tu crées, tu fais ta personnalité, ta création, elle est là. Donc, c'est pas avant l'indifférence au monde. Et l'ultime sentiment, si tu l'atteins avant de ne plus jouer, il s'avère quand même que tu restes ce que tu étais, donc celui qui jouait le personnage. Donc tu ne peux pas être indifférent à toi-même, tu redeviens juste celui que tu étais. Et donc cet ultime sentiment, tu l'as comme ça. Ton immersion dans ta vie, tu n'as pas besoin de te donner des points, c'est ton ultime sentiment à toi. Moi, je pense qu'en fait, il faut comparer ça à la tornade, quelque part dans Sens Renaissance. Les gens qui sont dans la tornade, enfin les gens qui ont créé la tornade, créent des éléments de décor, etc. Et que le maître de jeu, à la fin, il devient un peu comme cette personne qui mélange ombre-monde et réalité et qui crée du coup une nouvelle réalité. Et donc, à ce niveau-là, en quel sens est-ce ultime? Je pense que c'est une fin, c'est la fin, c'est ultime. C'est le sens, le sentiment. Alors, c'est sens qui est ultime, c'est la fin de sens. Mais c'est pas la fin de celui qui devient sens. Enfin, quoique... C'est vraiment une question difficile, ça. Mais de toute façon, qui c'est qui pose des questions comme ça? Quand tu as fait un jeu de rôle pendant longtemps, c'est comme quand tu as lu un livre il reste toujours un peu de ce que tu as vu en toi. Ça fait partie de ton histoire. Donc, tu peux pas être indifférent à ça. C'est pas la fin de quelque chose. C'est une continuité. Mais de toute façon, à ce niveau-là, par contre, au niveau du ultime sentiment, Pierre, on est en train de perdre Pierre à la gueule qu'il fait. Ah là là. En tout cas, au niveau de l'ultime sentiment, il y aura des réponses à la question dans Sens Néant. Il y aura une réponse claire. Par contre, suite à tout ce débat sur l'ultime sentiment, évitez de vous mettre une balle dans la tête avec le bouquin posé sur votre bureau, parce que sinon ça nous fait de la paperasse après. Ouais. Pourquoi tu trouves ça badant comme non, mais bon, il est en train de prendre ses précautions. Si jamais, si un mec qui commence à devenir complètement fou et que pendant l'enquête on retrouve une base de sang, ça va nous retomber sur le crâne. Oh là là, mon Dieu. Mais non, enfin voilà quoi. Arrêtez. Et quand par exemple dans Final Fantasy VII on trouve la Materia Ultima, il y a personne qui s'est jeté une balle dans la tête. Oh mon Dieu, j'ai trouvé la Ultima, machin truc. Voilà, c'est qu'un concept du jeu quoi. Enfin bon, après il peut avoir un intérêt philosophique et métaphysique peut-être, mais bon voilà. Alors Thierry. Donc
donc la dernière question, c'est sens n'est-il qu'une entité consciente et ataraxie ça, clairement, mais il n'est pas ataraxie au sens contemplatif. C'est là non, son but à Sens, c'est quand même de revenir. Ouais, voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un de passif? Non. Non, clairement pas. Il est très très actif. Ouais, très très actif. C'est pour ça qu'il se prend un simulacre dans l'univers de Sens, donc il est aiguilleur, etc. Maintenant, la question qu'on peut poser, qui rejoint un petit peu celle de la question bug libérateur ou bug libérateur, pardon, bug libérateur ou bug asservi. La question en fait, c'est est-ce que Sens veut revenir dans son univers ou est-ce que Sens vient chercher des gens pour les sortir de son univers? Ça, c'est la vraie question, à mon avis, du jeu. Hein. Et une conclusion également, parce qu'il est tard, et vous l'aurez compris, on avait commencé la soirée avant d'enregistrer ce podcast. Je sais pas si ça s'est senti au micro. Je crois pas, je pense pas. Je crois qu'on était normal. Non, on était nickel. Impeccable. 100%. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Nous, on va aller terminer la soirée. Au revoir à tous. Au revoir à tous. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Play. Vous pouvez nous retrouver sur Play tous les dimanches soirs à 8h. Venez avec Ula pour taper avec nous sur le chat et discuter avec nous. La conclusion la plus professionnelle du monde. À bientôt. Jouez bien. Salut. À bientôt tout le monde. Salut. Salut.